Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Quelle belle journée, quel beau week-end, quel ravissement d'être avec vous dans On parle auto. Je parle bien évidemment de vous qui nous écoutez, mais de vous aussi, l'ami Jean-Luc, bonjour. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Vous êtes arrivé ce matin avec une mine rayonnante, vous le beau temps vous adorez, en plus vous pouvez sortir avec vos petites décapotables. Oui c'est ça, je profite en fait quand il fait beau pour faire rouler ces petites autos, comme on est au soleil, on profite des rayons du soleil pour bronzer un petit peu. Il est bronzé, c'est insolent. Allez, tiens d'ailleurs, au programme de notre rendez-vous, on ne va pas parler soleil, mais on va parler entre autres de l'essai de la semaine. On va parler de l'essai de la semaine qui est la Dacia Spring. Vous allez dire c'est pas nouveau, mais là c'est une version plus puissante, 65 chevaux. Question, est-ce que c'est plus polyvalent? Et puis nous allons savoir si on va pouvoir continuer de laver nos voitures. Alors certains départements sont déjà touchés, mais d'autres ça va être compliqué. Ouais, il y aura peut-être des restrictions cet été. On parlera contrôle technique aussi, contrôle technique des deux roues. Quand et comment? Exactement. Le Walk of Fame débarque au Mans, puisqu'on est sur la semaine qui précède les 100 ans de cet événement. Oui, il faudra gagner les 24 heures du Mans pour avoir le droit de mettre vos mains dans, dans la dalle. Ensuite, je crois que c'est en cuivre en fait. C'est en cuivre, tout à fait. C'est en cuivre. Et puis évidemment, on fera un coucou anniversaire à un camion que j'adore. Moi, sincèrement, je me tâte de m'en acheter un. C'est le fameux type H de Citroën. Ah ouais, le Citroën type H. Le panier à salade, c'est ça. Ouais. Ça veut... Enfin, je trouve rigolo parce qu'il a été produit jusqu'en 1981. C'est un truc de dingue, de 48 à 80. Et puis ils l'ont relooké là. Oui, alors là, il y a effectivement une nouvelle version. Mais là, on parlera de l'ancien. Demain, Vincennes célèbre le typage. Donc, ceux qui sont à côté de Paris pourront toujours aller voir cette réunion de typage. Et puis, on parlera d'une vente aux enchères Sotheby's pour fêter les 100 ans des 24 heures du Mans. La semaine prochaine, ça sera consacré évidemment à l'événement. Exactement. Allez, c'est parti avec vous au 0826 300 300. Vous nous rejoignez dès maintenant si vous avez des questions à nous poser. Avec notre ami Bastien qui réalise cette émission. Et c'est Jordan qui vous accueille au standard. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio. Évidemment, vous êtes nombreux à chaque fois. Il y a la communauté de ceux qui aiment et qui écoutent On parle auto, et puis qui aiment l'auto en général. Et vous nous écrivez si vous voulez, pourquoi pas passer prochainement dans une émission On parle auto. Je participe @sudradio.fr en mettant bien On parle auto dans l'objet de votre mail. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et voici donc de nouveau l'idée du contrôle technique des deux roues qui vient, qui revient et qui repassera. Bonjour Geoffrey Michalak. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Geoffrey, directeur technique de SGS, les réseaux sécurité et autosécurité. Bon alors, je serais tenté de dire, c'est le serpent de mer est sorti de l'eau. Là, ça y est, le Conseil d'État vient une nouvelle fois de demander au gouvernement la mise en place du contrôle technique des deux roues. Alors, il y a beaucoup de médias ont dit ça sera dans 2 mois. On est d'accord, c'est pas dans 2 mois. Non, ce n'est pas dans 2 mois. En fait, le Conseil d'État demande au gouvernement de promulguer l'arrêté d'application de ce nouveau contrôle technique dans un délai de 2 mois. Mais forcément, cet arrêté d'application prévoira des délais de mise en place qui seront plus longs, qui ne sont pas connus aujourd'hui, mais on peut imaginer que ce sera plutôt un démarrage après quelques mois de mise en place donc pour 2024. Oui, j'allais dire Geoffrey, parlons vrai, on est sur Sud Radio, ça sera au plus tôt en janvier 2024. Il y a plusieurs sons de cloche qui disent ça sera plutôt au printemps, voire à l'été 2024. Donc ça ne va pas être tout de suite. C'est des délais qui sembleraient tout à fait raisonnables. Il est complètement impensable, effectivement, d'avoir un arrêté qui sorte au mois de juillet et que tout soit mis en place au mois d'août pour un démarrage au mois de septembre. Ça ne semble pas sérieux. Oui, donc effectivement, c'est plutôt les délais que vous indiquez. Alors, on est sûr que ça va être voté, on est sûr que ça va avoir lieu. Oui, alors maintenant on est sûr. Ça y est. Maintenant on est sûr. À la limite, le gouvernement, quelque part, ça lui retire une épine du pied que le Conseil d'État l'oblige à mettre en place le contrôle technique des deux roues. Maintenant, il faut les modalités. Alors déjà, quand on dit deux roues, ça va être quel véhicule? On le sait déjà ou pas? Alors finalement, effectivement, on résume souvent ce contrôle technique par le contrôle technique des motos ou des deux roues, mais finalement, il porte assez mal son nom quand on l'appelle comme ça. C'est toutes les catégories L du code de la route, donc des L1E au L7E, c'est-à-dire
On a les 2 roues de petite cylindrée, donc toutes les mobylettes, scooters, etc., jusqu'aux motos de grosse cylindrée. On a les tricycles, donc comme tous les scooters à 3 roues, etc. Et on a aussi les quadricycles à moteur, donc les voiturettes, voilà, et les quads de plus grosse cylindrée. Donc c'est bien toutes ces catégories de véhicules qui sont concernés par ce contrôle technique. Alors c'est des véhicules, j'imagine, il y avait déjà eu un précédent de texte, ils vont sans doute le reprendre. On parlait de véhicules qui sont âgés de 5 ans et plus, avec une périodicité de 3 ans. Vous pensez que ça sera gardé, ça ? C'est effectivement les dernières informations qui avaient été communiquées. Ensuite, juste aujourd'hui, il n'y a pas de communication du projet d'arrêté. C'est quelque chose qui va apparaître dans les jours qui viennent, puisqu'il y aura une consultation publique qui sera organisée par le ministère en charge des Transports. Et donc, on aura connaissance des modalités telles que le ministère les a pensées. Mais effectivement, les dernières discussions faisaient état d'un premier contrôle au bout de 5 ans et ensuite un contrôle tous les 3 ans. Comment les motards ou les 2 roues vont réagir? Parce que généralement, ils se sont jamais laissés faire par rapport à ça. Vous en pensez quoi, Jean-Luc, vous qui êtes motard vous-même? Alors, en fait, il y a plusieurs cas de figure là dans ce qu'on vient de dire. Il y a les motards qui ont des motos qui sont en bon état, parce qu'un motard qui a une moto pas en bon état, de toute façon, il ne va pas au contrôle technique, il va à l'hôpital. Voilà. Après, il y a tous les scooters qui, par contre, sont pas du tout entretenus. C'est du grand n'importe quoi. La plupart sont trafiqués. Et je pense que ça vise en priorité presque ces engins-là, voilà, qui causent à la fois de la pollution, que ce soit de la pollution gazeuse ou sonore, parce que tous les scooters débridés qui font un boucan terrible, il y a un moment, il faut mettre un point d'arrêt à ça, et la réglementation servira à ça. Bon, la France, c'est le seul pays d'Europe, je parle sous le contrôle de Geoffrey, c'est le seul pays d'Europe qui n'a pas de contrôle sur les 2 roues. Donc, Geoffrey Michalak, directeur technique de SGS. Oui, alors c'est pas tout à fait le seul. Aujourd'hui, il y a encore la discussion qui est en cours en Finlande. Et puis, mais en Finlande, il n'y a pas beaucoup de 2 roues comparé à la France. Ce sont des pays qui aujourd'hui demandent des exceptions, mais en considérant qu'en fait le marché des véhicules de ces catégories est ridiculement faible, ce qui n'est pas du tout le cas en France, où on a quand même un parc de 2 roues, 3 roues et quadricycles qui est assez important. D'accord. Le contrôle technique, il va porter sur quoi? On le sait déjà, parce qu'il y a des choses qui sont presque impossibles à faire. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai eu des motos dans ma vie, j'en ai eu beaucoup. Il y en a certaines, il n'y a que moi qui savais les démarrer. Donc, on n'imagine pas qu'un contrôleur technique puisse tout seul arriver à monter sur la moto, la démarrer et faire du contrôle de freinage ou de pollution, par exemple. Et ça va sur la question, avant que vous répondiez, Geoffrey, de Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio, parce que le sujet fait réagir déjà très très fort, qui dit il n'y a déjà pas de personnel pour vérifier les contrôles techniques des voitures, alors comment ça va se passer pour les motos, les scooters, et quid des formations? Oui. Alors, bien évidemment, les contrôleurs techniques qui aujourd'hui contrôlent des voitures devront être formés pour contrôler ces nouveaux véhicules. Donc ça, c'est tout à fait prévu et on a l'habitude de former le personnel tous les ans. Et donc là, il y aura un processus de montée en compétences pour ces véhicules. Ensuite, très clairement, on sait qu'il y a certains véhicules très spécifiques et qu'il n'y aura pas d'imposition pour le contrôleur d'avoir le permis moto. C'est pas une habitude dans le contrôle technique d'imposer le permis du véhicule. Donc, globalement, il y aura la possibilité de se faire accompagner du propriétaire du véhicule pour déplacer le véhicule, pour démarrer le véhicule, donc pour réaliser certaines opérations de contrôle en sa compagnie. D'accord. Donc on vérifiera. Alors, on est d'accord, la pollution, ça c'est presque sûr et certain. La pollution gazeuse. Oui, tout à fait. Ça, c'est complètement prévu avec les appareils qui existent déjà, puisque... C'est les mêmes appareils que pour les voitures, donc il n'y a pas besoin d'équiper les centres. Après, un point, on en a parlé juste avant, c'est la pollution sonore. Il y a beaucoup de motos et de scooters, on le disait tout à l'heure, qui roulent avec des échappements qui ne sont pas les échappements d'origine. Comment ça va être contrôlé, ça? Alors, c'est clairement un point important. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que le ministère prévoit sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est assez complexe à mettre en œuvre. Les méthodologies pour mesurer du bruit
sur un véhicule ne sont pas évidentes, surtout dans un centre de contrôle technique qui n'est pas un laboratoire dédié à cette mesure. Néanmoins, on peut quand même faire des mesures de bruit et ensuite que ces mesures soient une aide à la décision pour le contrôleur pour identifier des véhicules dont le bruit serait évidemment excessif. D'accord. Donc c'est le contrôleur qui décidera. Donc on a tout intérêt à aller chez un contrôleur sourd si on a une moto un peu bruyante. Tout à fait, tout à fait. Mais habituellement, bon, ça fait partie des compétences requises pour un contrôleur technique de voir, d'entendre, puisque ce sont des sens qu'on utilise lors du contrôle technique. Est-ce qu'on aura un contrôle technique comme les voitures au bout de 4 ans et quid des véhicules électriques? On a dit 3 ans. 3 ans et quid des voitures? 5 ans et tous les 3 ans. D'accord, 5 ans, donc ok. Et pour les voitures électriques, pardon, les scooters ou les motos électriques, ce sera la même chose? Ce sera la même chose. Comme pour les voitures en fait. Exactement la même fréquence. La seule différence pour les véhicules électriques, et c'est d'ailleurs vrai aussi pour les voitures, c'est qu'on ne fait pas de contrôle de pollution, mais on fait des contrôles complémentaires sur les éléments électriques, sur les prises de charge, etc. Alors, un autre point essentiel, la sécurité à moto, c'est en premier lieu le freinage. Est-ce que c'est un point qui va être vérifié ou pas, ça? Alors, parce que c'est délicat quand même. Oui. Il sera vérifié, mais aujourd'hui, il n'est pas prévu de faire une mesure d'efficacité de freinage comme on le fait aujourd'hui sur les automobiles, pour la simple et bonne raison que avec l'utilisation d'un banc de freinage, comme on a aujourd'hui en voiture, on sait que le pilote, on va dire, le conducteur, son poids sur le véhicule va avoir une incidence énorme sur l'efficacité de freinage. Donc autant dans une voiture, qu'on y mette un conducteur de 60 kg ou de 100 kg, ça change pas grand-chose. Mais sur une moto, ça va avoir une incidence très importante. Donc aujourd'hui, le ministère n'a pas choisi de mettre en œuvre une mesure de l'efficacité de freinage. En Allemagne, il y a des décéléromètres pour mesurer l'efficacité du freinage des motos. C'est quelque chose qu'on peut avoir en France? Mais en fait, en Allemagne, il y a surtout un essai routier. C'est-à-dire que pour le coup, le contrôleur, il a son permis, a le permis, et le contrôle technique des motos inclut systématiquement un essai routier, ce qui n'est pas du tout envisagé aujourd'hui en France. Ensuite, en Allemagne, on est sur un contrôle un petit peu spécifique avec des gens qui ont des qualifications relativement élevé, puisque c'est des ingénieurs qui font le contrôle technique, et avec des temps de formation qui sont très élevés, et avec cette possibilité de faire un essai routier, mais ce n'est pas du tout prévu en France. Alors, j'ai plein de choses sur Facebook, et bravo, et merci d'être avec nous. Une question qui fâche, mais on parle vrai sur Sud Radio, on est d'accord. C'est la question de Kevin, et je ne peux pas passer à côté de cette question, sinon il va dire, on pose jamais les questions qui fâchent sur Sud Radio. Si, on parle vrai. Kevin qui dit, pour lui c'est une honte, je cite, c'est DECRA qui remet les rapports à l'Union européenne pour imposer le contrôle technique. Moins de 0,5% de morts à moto sont dues à un défaut d'entretien du véhicule, selon le rapport indépendant MAID sur plusieurs pays européens. Merci de parler de ce conflit d'intérêts. Vous en pensez quoi? Ce que j'en pense... vrai ou faux? Alors, le rapport, il est vrai. Okay. Le rapport est vrai. Et effectivement... DECRA, en tant qu'opérateur du contrôle technique, alors fait des rapports sur divers sujets. Ils font aussi des rapports sur la circulation des poids lourds, sur l'usage des smartphones au volant, etc., qui sont des sujets moins polémiques, en tout cas en France, que celui du contrôle technique des motos. Néanmoins, ce raisonnement, finalement, il est applicable à quasiment tous les types de véhicules. Aujourd'hui, ce qui fait des accidents sur la route, ça reste principalement... et même à 99%. Oui, l'erreur de conduite, on est d'accord. Ou de la conductrice. Donc voilà, maintenant, est-ce que ça excuse le fait qu'on n'entretienne pas correctement son véhicule? Non. Donc le contrôle technique a quand même ce bienfait d'imposer à des véhicules, y compris des véhicules qui vieillissent et qui ne sont plus entretenus régulièrement dans le réseau du constructeur ou chez d'autres réparateurs, en fait, c'est un petit peu le rappel, tous les 2 ans, tous les 3 ans, d'aller faire vérifier son véhicule et d'y faire un certain nombre d'entretiens pour garder un véhicule en bon état. Bon, voilà. Et moi, je vais le dire à votre place que si vous le dites, ça ne marchera pas. Finalement, ça ne va pas rapporter grand-chose au contrôle technique parce que c'est un marché qui est tout petit et juste la mise en place et la formation des personnels, le temps de rentabiliser tout ça, ça va. C'est pas
quelque chose qui est réclamé par les centres de contrôle pour gagner de l'argent, mais on peut dire que réglementairement, il fallait y passer en France. Il y aura beaucoup de questions, on fera d'autres sujets, parce qu'il y a plein de questions qui arrivent. Moi qui suis motard depuis toujours, c'est vrai que ça m'exaspère d'avoir de temps en temps des motos, mais qui font beaucoup trop de bruit. Alors, avoir un petit peu de bruit, d'accord, mais beaucoup trop de bruit. Il y a Norbert qui dit, pour le bruit des motos, il existe bien des sonomètres, non, pourquoi ne pas les utiliser? Personne ne veut... Non, parce que vous avez déjà vu un policier avec un sonomètre? Non, ça n'existe pas. Il y a Julien qui dit repasser les CT, les contrôles techniques des voitures à tous les 3 ans, comme c'était le cas au début, est-ce que c'est envisageable? Et les motocross qui ne roulent pas sur la route, vont-elles aussi avoir ce contrôle technique? Ceux qui font des rodéos avec des motocross, est-ce qu'ils auront un contrôle technique avec pas d'assurance, pas de permis? Non, mais évidemment, non, il n'y aura pas de contrôle technique, c'est des véhicules pas homologués. Alors les motocross de motocross aussi, du sport. Oui, il n'y a pas de contrôle technique pour ça. C'est comme une voiture de course, vous n'avez pas de contrôle technique. Donc super, on a la réponse, génial. Plein de questions, un sujet qui intéresse tout le monde et c'est normal, en tout cas les motards en premier, il y a plein de questions aussi à côté. Merci. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Geoffrey. Merci à vous. Très bon week-end à vous. Geoffrey Michalak, directeur technique de SGS, et donc tout le réseau Sécuritest Auto Sécurité qui était avec nous. À suivre, l'essai Dacia Spring en 65 chevaux, mais juste un chevaux. Chez bien. Et juste avant, ce sera David qui a une question à poser au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et merci d'être avec nous, très nombreux sur la page Facebook de Sud Radio ce matin. C'est un bonheur de faire partie de la grande famille d'On parle auto et de la grande famille de Sud Radio avec vous, puisque sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Et puis, vous êtes aussi avec nous pour nous poser vos questions en direct à l'ami Jean-Luc qui vous attend au 0826 300 300, où l'on retrouve David. Salut David. Bonjour David. Bonjour, alors moi aussi je suis motard. Voilà. Et alors votre avis sur le CT là en 2 secondes? C'est un truc en plus à payer, moi je suis dans les normes. Mais ça coûtera aux alentours de 50 €, ça sera moins cher qu'un contrôle technique de voiture. En sachant que les tarifs sont libres. Donc Voilà, ce qui m'embête, c'est que j'ai une grosse moto. Si le gars il est pas apte, il va la faire tomber. Non, mais moi aussi, c'était une de mes questions. Mais rassurez-vous, ça sera sans doute ils autoriseront en fait le propriétaire à faire les manipulations pour le contrôle. Donc, vous n'avez pas le droit, quand vous emmenez votre voiture au contrôle technique, de la déplacer vous-même, de la mettre sur le pont, etc. Là, en revanche, on demandera au propriétaire à la fois de démarrer la moto et sans doute, pour le contrôle pollution, d'accélérer lui-même, etc. Et s'il y a un contrôle freinage, ça sera le propriétaire aussi qui fera le contrôle freinage. Ça, c'est bien, ça sécurise, parce que c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais comme dit David, on fait tomber ta moto pendant le contrôle technique. Exactement, et puis il y a des motos vraiment très particulière. Bon, on parle moto, mais on parle aussi auto. Si on fait le boulot, c'est eux qui vont nous payer, c'est bien. Bon. Allez, on vous écoute côté auto. Alors, c'était pas pour ça que j'appelais. Il y a peu de temps, je voulais changer ma vieille voiture et je suis allé chez Renault voir pour les électriques, les Renew, là, ils appellent ça. Oui. Alors, ils voulaient me vendre une voiture neuve en location, évidemment. Moi, je cherchais plus une Zoé dans les 10 000 €. Alors, le souci, c'est que dans les 10 000 €, c'est des batteries en location. Et je me pose la question, le jour où la société... ils font plus de location maintenant sur les nouvelles voitures. Donc, le jour où la société dira il y a plus assez de batteries à louer, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces batteries en location? Est-ce qu'ils vont tout arrêter? Est-ce que d'un jour à l'autre, on va se retrouver sans voiture qui puisse rouler? Alors, j'ai vu sur Automobile Propre qu'on pouvait racheter un pack batterie. Oui, alors on peut acheter le pack batterie, parce que vous me dites, là, j'achète une Zoé ancienne. Alors, on peut, même les premières, en admettant que vous trouviez la première Zoé, qui à l'époque était obligatoirement vendue sans la batterie, donc on avait une formule d'abonnement, vous pouvez l'acheter avec sa batterie. Aujourd'hui, systématiquement, ça vient de chez Renault l'info, donc on peut acheter tous les modèles qui sont proposés, on peut les acheter avec la batterie. Donc le tarif qui vous a été donné, je sais pas, il y en a beaucoup qui sont à 9 999 €. Ils disent qu'ils en ont pas en fait. Voilà, c'est ça, ils en ont pas. Donc, alors, celles qui n'ont pas à 9 999 €, à 12 000 € avec la batterie, vous arriverez peut-être à l'avoir. Mais donc moi, je vous conseille de l'acheter avec la batterie. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les batteries, elles sont sur les premiers modèles, elles sont rentabilisées. Donc, alors l'organisme aussi qui loue les batteries, ça appartient à Renault. Donc quelque part, sauf si Renault dépose le bilan demain,
vous êtes sûr de pouvoir continuer à louer la batterie. Mais économiquement, c'est pas une bonne formule. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été abandonnée par tout le monde, cette formule de location de batterie. Au départ, l'idée, c'était de dire on vous vend un véhicule qui a un prix d'accès qui est abordable, et puis on sécurise, entre guillemets, la durée de vie de la batterie en vous la louant, et le jour où elle est en dessous de 70% de sa capacité, on vous la change gratuitement. Bon, dans la pratique, il y a eu tellement peu de batteries de changer qu'on se rend compte que l'équation économique, elle n'était pas bonne pour les clients. Hein. Donc aujourd'hui, on sait qu'une batterie de voiture électrique, dans des bonnes conditions, je mets des guillemets, ça dure 15 ans, qu'en plus après, elle a une autre vie, elle a une deuxième vie à côté. Donc bon, on peut acheter une Zoé avec sa batterie sans arrière-pensée. En plus, il y a des tests aujourd'hui qui permettent de connaître l'état de santé exact de la batterie. Moi, je vous conseille de l'acheter avec la batterie. Mais du coup, il demande ça directement à son concessionnaire. Oui, vous lui dites, voilà, je veux avec la batterie. Faites-moi un tarif avec la batterie. Et sur une Zoé qui a quelques années, je ne sais pas, une dizaine d'années peut-être, est-ce que les batteries de maintenant sont adaptables sur les anciennes? Non, on ne peut pas modifier la batterie sur une ancienne Zoé. Ah ouais, donc ça veut dire qu'on se retrouve sans batterie si on a acheté une en location, quoi. Si vous en avez acheté une en location, comment ça? Parce que vous pouvez acheter la batterie qui convient à cette voiture-là. Oui, vous achetez la voiture avec sa batterie. Ouais. Voilà. Okay. Voilà. Vous achetez le package complet. C'est ça. Ouais. Donc il n'y a pas trop de crainte à avoir. Bon, moi, ça marche. C'est ce que je vous conseille de faire. Bon, mais super, David. Merci beaucoup. Bonne journée, David. Merci à vous. Bonne journée. On vous embrasse, merci. Allez, juste après la pause, on va rester une voiture vendue avec sa batterie. Renault. On va rester dans le grand groupe Renault avec l'essai de la Dacia Spring. Restez en notre compagnie. 65, c'est important. Chevaux. Pas l'année de naissance. Non. Et juste après, on parlera de la possibilité ou non de pouvoir laver sa voiture cet été avec toutes les problématiques environnementales, entre autres. Comment vont réagir les professionnels? On recevra Francis Pousse, qui est le président de la branche station-service de lavage de Mobiliance et qui a lui-même une station-service du côté du Mans. Amis sartois, bon week-end. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Et merci d'être avec nous, nombreux sur la page Facebook de Sud Radio ce matin. Vous êtes nombreux à réagir. C'est vraiment hyper agréable d'être avec vous. Alors tiens, on va continuer. Vous qui êtes sur Facebook, vous allez pouvoir voir les premiers extraits de la vidéo et de l'essai effectué par l'ami Jean-Luc de la Dacia Spring 65 chevaux, vidéo complète que vous retrouvez sur la page YouTube de Sud Radio. Oui, la Spring parce que c'est le printemps. C'est la voiture électrique la plus vendue aux particuliers, la Spring. Ouais. Alors c'est une nouvelle version avec une finition haut de gamme qui s'appelle Extrême. C'est surtout un moteur électrique plus puissant, 65 chevaux au lieu de 45 chevaux. Je précise que la version 45 chevaux est toujours disponible. Bon, il y a peu de changements esthétiques. Il y a le nouveau logo à l'avant, vous l'avez vu. Il y a une nouvelle calandre. Il y a des décorations spécifiques pour la finition extrême. Une peinture bleue ardoise. Je ne trouve pas que ça fasse très ardoise, mais bon. Non. Des touches de couleur brun cuivre. Oui, ça c'est l'extrême. Et puis, sinon, les dimensions ne changent pas. Ça reste une voiture très compacte, 3,73 m de long. Malgré l'augmentation de puissance, on a des pneus qui restent tout rikiki. 165/70 R14. Et tout ça pourquoi? Pour la consommation plus faible et plus de confort. Et ça vous coûtera également moins cher quand vous aurez à les changer, mais vous verrez que ça a quand même un petit inconvénient. Alors la puissance a été augmentée grâce à un nouveau bobinage du moteur qui lui permet de tourner plus vite. En revanche, le couple diminue, il passe de 125 Nm à 113 Nm. Vous allez me dire, mais ça va pas être bien pour les accélérations. Eh bien non, figurez-vous, parce que Dacia a changé ce qu'on appelle le réducteur. Donc on va appeler ça la boîte de vitesse à un rapport. Et cette modification de la démultiplication finale permet d'offrir un couple supérieur aux roues avant. On a 570 Nm sur les roues avant au démarrage. C'est plus qu'un super gros diesel. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les petits pneus, même sur le sec, dès qu'on accélère au feu rouge, ça... Bon, les batteries sont identiques, 26,8 kW. Jean-Luc Moreau. Autonomie 120 km, je dis 120, 220 km, c'est 10 km de moins que la version 45 chevaux. Bon, dedans, il y a toujours assez peu d'espace à l'arrière. Devant, en revanche, c'est bien, avec des sièges qui sont assez confortables, même si le siège conducteur n'est pas réglable en hauteur. Sur cette version, on a des tapis de sol spécifiques, en caoutchouc, qui reprennent le dessin des cartes topographiques. C'est assez sympa. C'est la finition haut de gamme, donc l'équipement
et riche, enfin en tout cas riche pour une Dacia, avec un écran central tactile avec navigation, on va préciser, une navigation qui marche très bien, des compteurs numériques, une climatisation automatique, des vitres électriques, une direction assistée, bon évidemment une boîte automatique puisque c'est une voiture électrique, il n'y a pas de boîte de vitesse. Alors, la Spring a beau être la voiture électrique la moins chère du marché, elle est super agréable à conduire. Grande douceur, elle est silencieuse en ville, je précise en ville parce qu'on verra plus loin que sur route, c'est pas tout à fait la même chose. Elle est surtout plus vive que la version 45 chevaux. De 0 à 50 km/h, bon avec le couple de 570 Nm, 3 secondes 8, c'est 2 secondes de moins qu'auparavant. Et 3 secondes 8, vous allez laisser sur place pratiquement toutes les voitures à moteur thermique. Un seul niveau de récupération d'énergie, c'est le frein moteur. Bon, c'est équivalent à une voiture diesel de la même catégorie. Elle est aussi confortable, cette voiture. Ça, c'est un des avantages des petites roues. Et puis, les suspensions ont été revues sur tous les modèles qui sont désormais produits. Alors, les 45 et les 65 chevaux. On n'est d'ailleurs pas du tout secoué sur les ralentisseurs. Ça, c'est vraiment agréable. La vivacité se retrouve aussi sur la route, et ça c'est nouveau, hein. La voiture reste légère, 975 kg, c'est la voiture électrique la plus légère du marché, et on a des accélérations qui sont tout à fait correctes, 0 à 100 en 13 secondes 7, mais c'est surtout les reprises qui progressent beaucoup. 80-120, il fallait auparavant, si je fais le calcul, 20 secondes. Il fallait 20 secondes, autant dire un calendrier pour passer de 80-120. Maintenant, il faut 13 secondes 5, c'est 48% de mieux. On a aussi une amélioration sur la direction. Elle est moins floue au point milieu qu'auparavant. Elle garde quand même une petite course morte. Et puis la tenue de route est saine, mais c'est encore une fois les pneus qui ne sont pas à la hauteur du couple, puisque en sortie de virage, si vous accélérez, ça crisse encore. Et puis ils ont tendance à s'affaisser dans les virages. Donc si vous voulez un peu plus de sécurité, il faudra changer les pneus, ils ne sont pas terribles. La version, elle est évidemment beaucoup plus polyvalente, même si la vitesse maxi reste limitée à 125 km/h. Et puis, je vous disais tout à l'heure, elle est silencieuse en ville, mais sur autoroute, il y a des bruits d'air et de roulement qui sont assez présents dans la voiture. Pour une voiture électrique, c'est pas la voiture électrique la plus silencieuse du marché. La bonne nouvelle, c'est l'autonomie. Pendant l'essai, j'ai consommé 13,7 kWh au 100. C'est exactement la valeur d'homologation. Ça signifie 220 km. Ça signifie également, avec une recharge à la maison, un coût inférieur à 2,50 € au 100 km. Donc c'est vraiment la voiture la moins chère du marché pour rouler. On peut recharger en 13 heures à la maison sur une prise de 130 volts. On peut recharger en 1 heure en courant continu avec une puissance de 30 kW. Le tarif, enfin. Alors, il y a une augmentation de 1 500 € par rapport à la version 45 chevaux. C'est justifié pour la polyvalence de la voiture. Là, elle vaut 22 300 € dans cette finition haut de gamme. On a toujours un bonus de 5 000 €. Bon, la voiture est fabriquée en Chine, c'est pas sûr que le bonus puisse continuer. Mais la première concurrente, elle est à 30 000 €. Donc, ça laisse un écart quand même significatif. Hein. Là, vous avez 22 300 moins 5 000 €. C'est l'électrique pour tous, vraiment. Ça démocratise l'électrique. Stéphane dit qu'il a eu l'occasion de la tester, agréable, efficace et efficiente. Dénudée, il dira qu'il n'y a rien dedans. Il a testé la 65 chevaux la 45. Ah oui, non, mais ça, justement, la voiture est complètement transfigurée avec cette nouvelle motorisation. Elle accepte les superchargeurs ou pas ? Bah oui, mais 30 kW, c'est pas du superchargeur. Et alors, question de Bastien de Paris qui dit où est-ce que vous avez fait votre essai ? Les panneaux ne sont pas des panneaux français. Parce qu'on voit tout sur votre essai. On a fait ça en Österreich. En Österreich. Oui, en Autriche, oui. En Autriche, voilà, c'est ça. Bon, voilà, Bastien et tous ceux qui auront remarqué que les panneaux, parce qu'en fait, c'est pas vous qui décidez des pays. Hein, non, mais on a essayé 2 voitures, donc il y aura une autre Dacia bientôt à l'essai. Super. Bon, allez. Et j'explique quand même ceux qui verront, parce qu'il y en a à chaque fois qui disent le compteur de vitesse, il roule trop vite. C'est limité sur les routes secondaires. En Autriche, c'est limité à 100 km/h. Donc quand je suis à 100 km/h, je suis pas en excès de vitesse. Non, pas du tout. Pas 80. Et là, on va être en excès de perte de temps. Voilà. Sud Radio, on parle auto.
et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. On est à peine, non, on est bien. Juste une précision, évidemment, vous pouvez retrouver l'essai complet. Il y a à peu près 10 minutes en moyenne de vidéo. Là, il y a 14 minutes. 14 minutes, voilà, sur la page YouTube de Sud Radio. Vous êtes déjà plus de 800 000 à nous suivre et à retrouver nos programmes. On vous en remercie. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Va-t-on pouvoir continuer de laver sa voiture cet été? On va en parler avec Francis Pousse, qui est président de la branche station-service et lavage de chez Mobiliance, et surtout qui est aussi qui a une station-service du côté du Mans depuis de nombreuses années. Il va se passer un truc au Mans d'ailleurs, je crois, bientôt. La semaine prochaine. Bonjour Francis. Bonjour Francis. Bonjour tous les deux. Ça va? Ça va bien et vous? Oui. Bon, vous avez lavé vos voitures avant ce petit truc là qui aura lieu au Mans la semaine prochaine, j'imagine. Ah ben oui, quand même. Et puis on a beaucoup de gens des teams qui lavent les voitures parce qu'il faut qu'elles soient évidemment présentables, en particulier pour les VIP qui seront présents au Mans, puisque ça sera probablement un week-end inoubliable. Rendez-vous compte, une course qui a 100 ans, c'est pas souvent. Oui, c'est vrai. Bon, alors, cela dit, ces belles voitures propres, ça va peut-être pas durer parce que avec quoi qu'il a plu un peu dans le sud là ces derniers jours, mais ça devrait pas suffire. Il va sans doute y avoir des restrictions d'eau de nouveau cette année. Et il y a eu des fermetures d'ailleurs l'été dernier administratives de stations de lavage. Oui, tout à fait. Il y en a eu jusqu'à presque 90% au pire moment du mois d'août de l'an dernier. Et effectivement, c'est une situation que les spécialistes du lavage n'ont pas envie de revivre cette année. Alors, en précision et en préambule, je veux dire que bien évidemment, nous comprenons tous l'intérêt de l'eau, j'allais dire l'intérêt ultime pour la consommation, pour notre consommation humaine. Néanmoins, le problème, il a été pris d'une manière absolument incompréhensible pour les centres de lavage. Déjà d'abord parce que je pense qu'en termes de communication pour les préfets, pour le gouvernement, ça fait très bien de dire je ferme les centres de lavage. Vous voyez, je ne vous autorise pas forcément à arroser votre jardin, donc je ferme les centres de lavage. Sauf que les centres de lavage représentent 0,2% de la consommation d'eau en France et que accessoirement, ils participent à la dépollution des véhicules. Donc c'est incompréhensible. C'est-à-dire à la dépollution des véhicules, là, pardon? Oui, on récupère en fait des huiles, tout un tas de saletés qui normalement sont redéposées sur la route. Super. Un véhicule propre pollue moins qu'un véhicule sale. Et en plus, alors, c'était interdit pour les particuliers de laver leur voiture chez eux, mais il y en a plein qui l'ont fait. Ça consomme moins d'eau, on est d'accord, de laver son véhicule dans une station. Bien sûr, en centre haute pression, c'est en moyenne 60 litres par lavage et sur un portique, c'est à peu près 150-160 litres. À la maison, vous êtes rapidement à 240 ou 300 litres parce que vous n'avez pas ce bénéfice de haute pression ou ce frottement des portiques. Donc, c'est d'une part plus d'eau. D'ailleurs, il a été prouvé par des sondages que l'an dernier, 12% de plus de lavage à la maison parce que les centres de lavage étaient fermés. Et évidemment, quand on repeint de pollution, les polluants, eux, retombent dans votre jardin ou sur la voie publique, avec derrière une absence de traitement, alors que dans une station de lavage, vous avez ce qu'on appelle un séparateur et un débourbeur qui captent justement ces polluants. En plus, 95% de l'eau que vous utilisez dans le centre de lavage retourne au réseau d'eau usée et repart dans le circuit. D'accord. Il y a des stations qui sont aussi équipées de systèmes qui permettent de retraiter l'eau pour réutiliser la même eau de lavage. Alors là, on parle d'un système de recyclage. Ceci dit, aujourd'hui en France, vous avez à peu près 3% des points de vente qui sont équipés de systèmes de recyclage. La profession, depuis l'été dernier, a fait un énorme travail pour décider l'ensemble des opérateurs à aller vers le recyclage, mais ça ne peut pas se faire en un an, c'est pas possible. Il faut plusieurs années et c'est un investissement colossal, 100 à 150 000 euros. Donc là, on dit au gouvernement, il faut qu'on y aille ensemble, mais à condition que dans les situations de crise, c'est-à-dire les situations les pires dans les arrêtés sécheresse, nous puissions continuer à travailler, puisqu'on veut devenir vertueux, on va devenir vertueux, mais on nous interdit de continuer à travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des fermetures? Ça veut dire que si j'ai une station avec recyclage de l'eau, je dois fermer quand même.
C'est ça, en situation de crise, dans même certains départements qui ont des arrêtés plus compliqués que le fameux guide national sécheresse que l'on a renégocié avec le gouvernement péniblement depuis le mois de janvier, il y a des préfectures où dès les premiers niveaux d'alerte, on vous interdit de laver, même si vous êtes équipé de recyclage dans certains cas. C'est le cas Pyrénées-Orientales et dans certains coins de l'Ain. Déjà, oui, tout à fait. Pyrénées-Orientales, le préfet a bien compris l'intérêt du recyclage et a autorisé justement de fonctionner si vous êtes équipé d'un recyclage. Mais encore une fois, c'est pas le cas partout. Et si les professionnels doivent investir de telles sommes, il faut qu'ils soient sûrs de laver. Si on leur dit, vous devez recycler, mais en plus, je vais vous interdire de laver quasiment comme ceux qui n'ont pas de recyclage, comment peut-on emmener la profession vers cette transformation majeure ? Et il y a déjà de vos collègues qui sont en situation économique compliquée, là, qui risquent de fermer. Il peut y avoir ce genre de conséquences ? Ah oui, très certainement, parce que l'été dernier, tout le monde a fait le dos rond, c'était un peu la surprise. Certaines fois, mais dans très rares fois, il y a eu une assurance qui a pris en charge et qui, au 31 décembre, a dit maintenant je vous quitte parce que je ne vais pas vous prendre en charge 2 années de suite. Mais une deuxième année pareille, ça va créer des situations tendues. On voit déjà des banques qui ne veulent plus prêter, justement pour rester, par exemple, un système de recyclage. Donc c'est une profession qui est en tension, qui est en souffrance. Encore une fois, l'eau est importante, mais on ne peut pas du jour au lendemain réduire à néant une activité économique qui existe depuis des années. Oui, d'autant qu'il y a des choses. En lavant sa voiture à la maison, on ne va pas laver le châssis, on ne va pas laver tout un tas de choses qui sont lavées. Justement, des organes, là où il peut y avoir de l'huile de déposer, des organes qui vont être polluants une fois sur la route, ça, on ne peut pas le dépolluer soi-même chez soi. Et puis quand on lave sa voiture chez soi, tout ça, ça part à l'égout. Donc on est d'accord que quelque part, le mal est peut-être pire. En fermant les stations de lavage, on va accroître la pollution et on va accroître la consommation d'eau, puisque les gens vont le faire eux-mêmes. On ne peut pas compter sur leur civisme. Non, bien sûr, tu parles des stations de lavage dont c'est le métier. Oui, mais tu as aussi toutes les stations-service qui ont une partie lavage et qui ça en fait partie aussi. Francis Pousse, vous qui représentez la branche station-service auprès de Mobiliance et lavage. Exactement, c'est ce qu'on explique au gouvernement. On est dans une phase où depuis des années on essaie de sauver les stations-service. Même le gouvernement nous a dit il faut vous diversifier. Ok, on se diversifie. La diversification lavage en station-service, c'est la diversification historique. Et là, alors qu'on essaie de sauver l'activité de station-service, qui ne vivent plus, je rappelle, de la vente du carburant, puisque c'est 1 à 2 cm de marge, eh bien l'activité lavage, si on la ferme, ça va accroître encore plus, malheureusement, la fermeture de nos points de vente, en particulier en zone rurale. Donc c'est incompréhensible. Ouais. Vous vous sentez prisonnier, quoi. Ouais. C'est lavage et le prisonnier. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Bon, du côté du Mans, en tout cas, rapidement, pour faire un petit côté souriant avant de vous quitter, Francis, et puis vous savez que sur Sud Radio et dans On Parle Auto, vous êtes, président de la branche station-service et lavage de Mobiliance les bienvenus, à titre professionnel ou personnel. C'est quoi pour vous votre programme la semaine prochaine pour les 100 ans du Mans ? J'espère que ça va être un programme très dense, puisque j'ai la chance d'avoir une station-service qui est très proche du circuit, situé sur la ville d'Arnage, virage historique, je rappelle, le virage d'Arnage, c'est le seul qui n'ait jamais bougé dans sa configuration par rapport à l'origine. On va avoir un accroissement, bien évidemment, de clients très importants pour moi-même et tous mes collègues restaurateurs de la ville. C'est un moment de fête. Et puis c'est 100 ans, c'est vraiment formidable. On a un plateau d'exception. Le seul regret que j'ai, c'est que, comme d'habitude, probablement, je n'aurai pas eu le temps d'aller sur le circuit. Ouais. Bon, il y aura Sud Radio, on en parle samedi prochain. Soyez avec nous dans On Parle Auto de 11h à 13h. Oui, mais la course n'aura pas commencé. Donc oui, mais on en parle un peu, puis après, il y aura les retransmissions. De toute façon, c'est clair. On vous embrasse fort, Francis. Merci d'être disponible. À très bientôt. On vous embrasse. Bon courage. Il y a juste une petite blagounette qui est arrivée sur la page de Sud Radio. J'aime beaucoup. Ah mince, voilà, Norbert qui dit il faut faire comme à l'ancienne, un seau, une éponge et de l'huile de coude. Oui. Ça marchait bien aussi, ça. Allez, à suivre. On consomme plus d'eau. Bah oui. Et puis tu ne laves pas aussi bien. Oui, on lave pas aussi bien. Et puis tous les déchets vont dans le caniveau. Exactement. Ça, c'est pas top. Votre question dans quelques instants sur Sud Radio 0826 300 300. Me semble-t-il, nous allons avoir Geoffroy avec nous, peut-être bien. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron.
Et nous continuons notre première heure avec une question qui est arrivée sur le mail de l'émission. Vous mettez bien je parle auto, n'importe quoi. Je participe @sudradio.fr, c'est l'adresse mail à laquelle vous envoyez votre question en mettant on parle auto dans cette question, je vais y arriver, dans l'objet. Là voici la question, on va faire court, ça va me changer. Je suis sortie de la route avec ma voiture de fonction, nous demande Geoffroy. Ma responsabilité est totale. Vais-je devoir payer les réparations ? Bon, alors déjà on va faire le distinguo entre voiture de fonction et voiture de service. La voiture de service, c'est la voiture que vous n'utilisez pas pour partir en vacances. La voiture de fonction, c'est un avantage en nature que vous gardez en permanence. C'est souvent les commerciaux qui ont des voitures de fonction. Alors, est-ce que votre employeur a le droit de vous faire payer les réparations de votre voiture de fonction ? Alors, normalement, non. C'est lui qui assure le véhicule. Souvent, d'ailleurs, c'est des véhicules qui sont loués à des sociétés. Il assure le véhicule. Donc, les frais de réparation doivent être pris en charge par la société qui possède le véhicule, donc qui assure le véhicule. Même si vous avez un petit avenant dans votre contrat avec écrit en bas en cas d'accident grave, la franchise vous sera retirée de votre salaire, tout ça c'est illégal. Il y a eu beaucoup de jugements, c'est allé jusqu'en cassation à chaque fois. On précise bien que ces frais incombent à l'employeur, à moins que, et c'est là que dans votre question, Laurence, il y a quelque chose d'intéressant. Merci, c'est pas la mienne, c'est celle de Geoffroy. Oui, Geoffroy dit ma responsabilité est totale. Ouais. Alors là, parce que vous pouvez être obligé de rembourser la réparation si vous avez commis une faute lourde. Qu'est-ce que ça peut être qu'une faute au lourde ? volant de sa voiture, l'alcool par exemple. Exactement. Vous avez consommé de l'alcool, vous avez un accident grave, la voiture elle est complètement pliée, et alors on va vous faire sauter votre permis de conduire. L'employeur peut considérer que c'est une faute grave, que c'est une faute lourde même. D'accord. Okay. C'est une faute lourde. Ça c'est un cas. Il y en a d'autres. Voilà. Vous avez volontairement, votre patron il vous énerve. Vous dites tiens, tu vois là ce que j'en fais de sa voiture, et vous foncez dans un mur. Voilà, volontairement. Il est fou de faire ça parce qu'on peut se blesser quand même. Alors, vous desserrez le frein à main, vous laissez la voiture descendre d'une pente et elle s'écrabouille ou vous jetez. Enfin voilà, vous, volontairement, vous dégradez le véhicule. Ça aussi, c'est considéré comme une faute lourde. Donc, ça sera à vous de payer les réparations du véhicule. Alors, en cas d'accident, on a bien compris, sauf faute lourde, c'est l'employeur qui paye les réparations, mais... Si par exemple, alors ça tombe bien, on a parlé du lavage des voitures. Si par exemple votre voiture de représentation, vous vous déplacez chez les clients avec votre voiture de fonction, votre voiture est toujours dégueulasse, pleine de boue, enfin je sais pas, vous avez fait du tout-terrain avec le week-end, j'en sais rien, je sais pas ce que vous avez fait dedans, vous avez fait monter les chiens, les enfants, enfin voilà, la voiture dedans, dehors, elle est dégueulasse, et franchement elle donne une mauvaise image de la société. Vous pouvez à ce moment-là avoir une pénalité. Votre employeur peut très bien dire ok, je vous retire votre voiture, ou la prochaine sera plus petite, ou vous n'en aurez plus. Voilà. Donc vous pouvez avoir une sanction si vous ne maintenez pas votre véhicule de fonction dans un état correct. En revanche, si vous avez un accident, sauf... On prend l'exemple de l'état d'ébriété parce que tout le monde comprend, sauf en cas d'ébriété où là, ça peut être considéré comme une faute lourde et donc vous serez vous-même obligé de rembourser les dégâts du véhicule. D'accord. Bon voilà, je pense qu'on a répondu à la question de Geoffroy. Ça peut arriver. Là, a priori, c'est une petite sortie de route. Ça peut arriver aussi. J'espère que. Oui, si votre responsabilité totale, genre vous n'avez pas vu, vous êtes pas arrêté au stop. C'est pas une faute lourde. Là, on va considérer que la conduite en état d'alcoolémie ou sous stupéfiant, oui, ça peut être considéré comme une faute lourde. Si c'est une erreur de conduite, ça ne sera pas une faute lourde. Et si c'est pas lui qui est au volant, par exemple ? Si c'est pas l'employé qui est au volant, tout dépend du contrat. Vous pouvez avoir dans votre contrat, vous pouvez votre conjoint, votre conjointe peut conduire le véhicule de fonction. Il faut que ce soit mentionné. À vous de regarder ce qu'il y a dans le contrat. Effectivement, si c'est quelqu'un de complètement extérieur, là il y a de grandes chances que l'assurance ne fonctionne pas. Donc ça sera à vous de payer. D'accord. Question de Bastien de Paris. C'est téléphone au volant considéré comme une. Non, c'est pas une faute lourde. Non. Vous perdez 3 points.
D'accord. Allez, dans quelques instants, juste après, il y aura la pub, l'info, le retour dont parle Auto jusqu'à 13h. On va parler pneus avec une question de Guillaume qui nous rejoindra au 0826 300 300. On va faire un petit détour déjà par Le Mans parce que ça y est, c'est en train de bouger beaucoup là-bas. Il va y avoir le fameux Walk of Fame comme à Hollywood. Là, il y aura les traces de main des gagnants. On va en parler avec le créateur qui s'appelle Bernard, il sera avec nous. Et puis on continuera aussi de célébrer le Citroën Type H. Moi, je suis assez fan de ce petit camion, enfin de cet utilitaire, je trouve ça génial. Et on parlera aussi d'une vente aux enchères exceptionnelle pour célébrer le centenaire des 24 heures du Mans. Tout ça avant 13h. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Avec une heure qui va être un petit peu quand même consacrée à cet événement exceptionnel des 100 ans des 24 heures du Mans qui vont se dérouler la semaine prochaine. Alors on va avoir un premier rendez-vous où on va s'arrêter entre autres avec Benjamin Arnault et une vente aux enchères exceptionnelle. On va en parler dans l'émission. Ouais, 24 voitures qui ont évidemment couru les 24 heures du Mans. Donc c'est une vente qui aura lieu vendredi. Il y a quelques trucs qui m'intéressent, Laurence. Il faudra qu'on en parle ensemble. Okay. Il me manque juste quelques millions d'euros, mais ça devrait le faire. Oui, bon, voilà, vous verrez ça avec mon banquier qui, à mon avis, est en vacances. Voilà. Il est Donc, pas là. une fois que j'aurai acheté cette voiture, je peux envisager peut-être remporter les 24 heures du Mans et moi aussi mettre mes mains dans le hall pour être sur le Walk of Fame. Alors pour tous ceux qui n'ont jamais entendu cette expression, c'est la même chose qu'à Hollywood, voilà, où il y a les mains des acteurs qui sont sur cette grande avenue d'Hollywood. C'est créé par un homme qu'on va voir dans quelques instants au téléphone et ça c'est plutôt une bonne idée. Alors si moi on achète avec vous une voiture des 24 heures. Une voiture de course, ouais. Vous achetez avec moi, le fameux Citroën Type H. Oui. Mais ça, pour courir le Mans, ça va pas être facile. Mais c'est pas pour courir le Mans, là, c'est pour aller se promener sur la belle campagne française. Oui. En plus, je vous ai fait une petite vidéo avec plein de typages. Voilà. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a reçu à l'instant un mail sur jeparleauto@sudradio. Oh, je vais pas y arriver. jeparticipe@sudradio.fr. On parle auto dans l'objet. C'est Chris qui nous dit je vous félicite, bonjour Laurence et Jean-Luc, pour votre expertise et vos conseils. Je ne trouve aucune enquête fiabilité sur l'aménagement des camping-cars et fourgons aménagés. Pourriez-vous me renseigner sur les marques les plus fiables et ou celles à éviter? On va organiser un sujet faire appel à un spécialiste, avant parce que moi je suis pas un spécialiste des camping-cars ou des utilitaires. Mais comme on essaie de vous répondre, j'ai pas honte de le dire. À tous, voilà, je voulais le dire à Chris, ne vous inquiétez pas, on n'oublie pas. On a aussi, je crois que c'est Cédric qui demande toujours une chronique sur le Young Timers. Oui, mais lui, il a raison, Cédric, je lui dis yes, et on va en parler. Voilà, bon. Tout de suite, on commence notre émission et on part du côté du Mans, puisque c'est là que l'on va retrouver notre ami qu'on ne connaît pas encore, Bernard Varin. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Oui, créateur de cet événement, donc le Walk of Fame. Alors ça a commencé, qu'est-ce qui vous a donné l'idée? J'imagine que vous êtes allé à Hollywood, vous avez dit tiens c'est pas mal leur truc par terre avec les mains des artistes. Enfin, oui, c'est vrai. Alors moi j'étais commerçant effectivement dans le centre-ville du Mans, si vous voulez, et puis je vous disais, on a quand même une semaine qui est extraordinaire, où on a les plus belles voitures, on a effectivement, si vous voulez, des moments fabuleux que l'on vit. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a le circuit qui est en dehors du Mans, et en fin de compte, dans le centre-ville du Mans, on n'avait pas particulièrement, si vous voulez, de points communs en quelque sorte. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée de prendre les empreintes des pilotes qui ont gagné les 24 heures du Mans, donc les pieds et les mains, parce que bon, bien sûr, quand on conduit les mains avec les pieds aussi. Donc, si vous voulez, j'ai pris effectivement les empreintes. Alors, j'avais proposé ça au président de la communauté urbaine du Mans à l'époque, qui était Jean-Claude Boulard, et c'est lui qui m'a dit non, on va les faire en bronze. Alors, bon, ok, mais bon, c'était quand même un autre coup, si vous voulez, mais bon. Donc, voilà, les choses ont été faites comme ça. Donc, on les a fait en bronze. On a commencé à en prendre effectivement quelques personnalités comme Jackie X, comme Pescarolo, comme Derek Bell. Et puis, j'ai proposé également, si vous voulez, au président, je lui ai dit, écoutez, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un événement tous les ans, et c'est là qu'on a pris, en fin de compte, l'empreinte des 3 mains des pilotes qui gagnent la course. Ouais, on a une petite vidéo pour ceux qui nous regardent sur Facebook ou qui nous regardent sur Facebook ou qui nous regardent sur la chaîne YouTube de Sud Radio aussi. Oui, après, sur la chaîne YouTube replay, quand ce sera en podcast. Voilà, où on voit les pilotes poser leurs mains. Donc vous prenez leurs empreintes. C'est dans du plâtre, c'est ça? Alors c'est dans de l'argent.
l'argile, en fin de compte, si vous voulez. Voilà, dans de l'argile. Bon, on prend leurs empreintes, on laisse sécher, on fait un contre-moule en résine. Voilà, on voit la photo actuellement. Voilà, alors donc on fait un contre-moule en résine et après ça nous sert pour faire effectivement une plaque de bronze. Alors les plaques de bronze font 72 sur 72. Excusez-moi, le département 72, voilà, c'est le clin d'œil. Vive la Sarthe et la pomme. C'est pas voulu, mais bon, c'est comme ça. Et en fin de compte, c'est des plaques qui font 80 et 90 kilos de bronze quand même. Hein, donc c'est. Vous n'avez pas peur qu'on vous les pique les plaques? Parce que le bronze, c'est quand même. Il faut le dire à personne. D'accord. Oui, tout à fait. Mais bon, voilà. Donc la tradition veut qu'aujourd'hui, on ait 47 plaques de bronze quand même dans le centre-ville du Mans. Alors, elles étaient dans le centre-ville du Mans. Et puis, comme il y a eu des travaux dans le centre-ville, si vous voulez, donc elles ont été retirées momentanément. Et nous faisons l'inauguration ce soir donc à un nouvel endroit, c'est-à-dire qu'en fin de compte, du parvis de la gare jusqu'en remontant toute l'avenue Gérald Leclerc, qui va aller jusqu'au square Bollé. Donc on reste dans un esprit, vous voyez, Bollé, d'automobile et ainsi de suite. On reste dans un esprit, si vous voulez. Donc moi, je suis ravi que ces plaques de bronze reviennent. C'est vraiment vous. J'ai vu qu'il y avait eu Patrick Dempsey avec vous. On retrouve aussi Stevie qui est là. Évidemment, il est mançois lui aussi. Ah bah oui, il est manceau. Donc si vous voulez, c'est vrai, Stevie, je le connais bien. Patrick Dempsey, c'était... Rangez cette langue, Laurence. Il y a des voitures. Ah mais non. Bon, mais bah, c'est magnifique. Je vais vous présenter. C'est à 16h, c'est ça? À 16h, oui. Mais le grand public peut vous rejoindre, Bernard? Pardon? À 16h, le grand public peut être là sur le parvis de la gare pour l'inauguration du Walk of Fame. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une remontée complètement de l'avenue Gérald Leclerc avec fanfare et tout. Enfin, écoutez, on fait vraiment le grand jeu. Moi, je suis ravi parce que c'est beau, hein, avec Monsieur le maire et puis les autorités. Donc voilà. Non, c'est une belle idée parce que ça va rester non pas dans le marbre mais dans le bronze. Et franchement, c'est joli. C'est du patrimoine, hein, les 24 heures du Mans. Donc c'est une très belle idée ce que vous avez eu, Bernard. Bravo. Et puis on va faire des petits QR codes, si vous voulez, de façon à pouvoir relater l'idée, en fin de compte, relater un petit peu l'histoire. Voilà. Il y a Stéphane sur Facebook qui dit Docteur Mamour, Laurence. Exact. Non, mais il y a surtout les stars surtout les gagnants des 24 heures. Hein. C'est ça qui est bien. Tom Christensen qui a gagné. Alors, est-ce que comme Monsieur Christensen qui a gagné combien? 9 fois, c'est ça? 9 fois, vous lui faites 9 plaques? Parce que les artistes à Hollywood, ils ont beau faire 15 films, ils ont une plaque. Oui, mais il y a la plaque, comme je disais tout à l'heure, des pieds et des mains. Là, il y en a qu'une. Ouais. Et en fin de compte, comme là, il a gagné 9 fois, si vous voulez, il a une main sur les 9 plaques, si avec vous voulez, sa main. dans lesquelles il a gagné. Ouais. Et vous, Bernard, vous avez fait des pieds et des mains pour que ce soit réinstallé au Mans, et c'est bravo. On vous embrasse très fort. Je crois que vous avez tout compris. Merci, Bernard. Merci, Bernard. Merci, Bernard. Allez, on voulait vous mettre en avant parce que c'est une très très belle initiative pour les amoureux du sport automobile et de l'automobile en général. Allez, tous au Mans à partir de 16h. On vous embrasse, bon week-end. Merci. Et bonjour à Angélique V. Oui. W de Paris. Angélique W de Paris aussi. Allez, au revoir Bernard. À suivre, on va parler pneus, mais bien en parler, et on va commencer par une question de Guillaume, qui nous rejoint sur l'antenne de Sud Radio. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Retrouver Guillaume avec une autre façon de poser vos questions. Oui, alors vous pouvez laisser un message audio, c'est aussi bien, comme ça on vous écoute et on peut répondre à votre question. Par mail, hein, d'ailleurs, vous pouvez nous l'envoyer par mail. Je participe @sudradio.fr, vous mettez bien on parle auto dans l'objet du mail, on écoute l'enregistrement de Guillaume. Bonjour Jean-Luc et Laurence, je suis propriétaire d'une Tesla Model 3 propulsion et qui va bientôt avoir 40 000 km et je vais devoir un jour changer les pneus donc arrière. Et je voulais savoir qu'est-ce que je fais des neufs, je les mets où, à l'arrière ou à l'avant? Parce que j'ai jamais eu de propulsion et je sais pas. Et deuxième question, est-ce que c'est vrai que la Tesla Model 3 propulsion, je peux mettre que des pneus Michelin Pilot 4 qui sont recommandés par le constructeur et rien d'autre?
Merci beaucoup pour vos émissions. À bientôt. Au revoir. Et là, on rappelle que Guillaume a envoyé son message vocal sur le mail jeparticipe@sudradio.fr. Le son est sublime. Ouais, c'est bien. Ouais. Ah ouais. On accueille quelqu'un. Alors je me suis dit, je vais pas bosser. Comme on parle pneu, j'appelle Dominique S. Et Dominique S répond à la question. Vous avez vu, l'auditeur, il pose sa question sans qu'on ait besoin de. Voilà, on va pouvoir aller faire une sieste. Voilà, venez, on va aller prendre un café. Nous. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon alors. Président du syndicat du pneu. Ouais, les pneus neufs. Hein. Bon, derrière, on explique pourquoi. Alors oui, il y a deux questions. La première, où est-ce qu'on monte les pneus neufs? Sauf pour des véhicules qui ont des montres différentes à l'avant et à l'arrière. Ah oui, évidemment. Ouais. Si vous avez une Ferrari avec des pneus qui sont différents, la question se pose pas. Mais avec les mêmes pneus, c'est toujours derrière, que ça soit une propulsion, une traction, un 4x4, c'est toujours derrière. Eh ben bon, on vient de les changer, on me les a montés à l'avant, mes pneus changés. Ah ben voilà, tout faux. C'est impératif. Et si d'aventure le monteur vous propose de monter les pneus neufs à l'avant, fuyez, c'est un mauvais professionnel. Ah bah bon, on m'a monté mes pneus à l'avant, Dominique. Hein, les pneus changés à l'avant, on m'a monté les pneus à l'avant. Eh ben, on verra ça avec le professionnel qui vous a monté les pneus. Mais je peux rouler quand même? Oui, absolument. Oui, c'est pas catastrophique, mais il vaut mieux avoir sur une voiture l'avant qui glisse légèrement que l'arrière qui se barre, parce que à moins d'être pilote, c'est plus simple de rattraper l'avant. Voilà, et en particulier sur des chaussées détrempées, il faut que les pneumatiques qui ont la meilleure capacité d'évacuation de l'eau soient montées à l'arrière, tout simplement pour éviter les têtes à queue. Bah oui, ça paraît logique. Voilà. Bon. Alors ça, c'était la première question. La deuxième question, est-ce qu'il est obligé de monter des Michelin Pilot Sport 4 sur sa Tesla? Alors légalement, non. Il n'y a absolument aucune règle qui impose de monter les pneumatiques d'origine. Donc le véhicule pourra être équipé en toute légalité, pourra passer au contrôle technique, mais... À condition d'avoir, on est d'accord, des pneus de la même dimension, avec les mêmes indices de vitesse et de charge. Absolument, tout à fait. Mais la Tesla fait partie des catégories de véhicules pour lesquels les constructeurs font fabriquer par les manufacturiers des pneumatiques spécifiques. Alors, il y a beaucoup de constructeurs qui font ça aujourd'hui, des constructeurs haut de gamme, premium, véhicules sportifs, tout simplement pour avoir des pneumatiques parfaitement adaptés aux véhicules et qui conviennent absolument aux conditions d'utilisation spécifiques des véhicules haut de gamme. Et ces pneumatiques sont identifiées par un code spécifique au constructeur. Donc c'est MO pour Mercedes, AO pour Audi, J pour Jaguar, LTS pour Lotus, N pour Porsche. Et en l'occurrence pour Tesla, les pneumatiques sont identifiées par un T, T0 ou T1. D'accord. Alors pourquoi est-ce que ces pneumatiques sont spécifiques? Pour plusieurs raisons. D'abord, les Tesla Model 3 sont des véhicules électriques, donc avec des batteries. Il faut que les pneumatiques puissent porter un poids important, qu'ils puissent passer la puissance, parce que ce sont des véhicules qui ont des puissances ou des couples importants, et que parallèlement, les conditions d'économie soient respectées avec une résistance au roulement faible. Oui, pour maintenir l'autonomie, effectivement. Voilà, qui permet de maintenir l'autonomie. Et puis, il y a un point en plus sur les Tesla, qui sont des voitures de luxe. On en a parlé récemment avec Pirelli, c'est qu'il y a un système qui permet d'absorber le bruit dans le pneumatique. Tout à fait. Alors, il y a 3 marques qui sont montées d'origine par Tesla sur son modèle 3, en fonction de la dimension et de l'origine du véhicule. Et pour les 3 marques, il y a un système effectivement d'absorption du bruit. Donc pour Michelin, c'est le système acoustique. Pour Pirelli, c'est le Pirelli Noise Cancelling System. Et pour Ankou, qui est le 3e manufacturier monté, il s'appelle Sound Absorber. Mais c'est le même principe, en fait, c'est une mousse qui se situe à l'intérieur du pneumatique et qui permet d'absorber les fréquences de bruit. Donc ça veut dire que si on monte un pneumatique qui ne dispose pas de cette technologie, on va avoir des bruits très très importants. Et sur une voiture électrique, évidemment, les bruits qui sont générés par les pneumatiques remontent beaucoup plus à l'intérieur du véhicule. Et ça veut dire que l'utilisateur va se priver
d'un moyen qui permet effectivement d'avoir une voiture très, très silencieuse. Et sur un véhicule électrique, c'est un peu stupide, quoi. Ouais. Donc, pour répondre à Guillaume, oui, il faut qu'il mette un pneu. Alors, pas forcément le Michelin, on a vu, hein, soit un Michelin, soit un Hankook, soit un Pirelli, mais là, en l'occurrence, s'il dit que sa voiture est équipée en Michelin et c'est une propulsion, il est en 18 pouces, et il n'y a qu'une marque homologuée, c'est Michelin. Ah bon, voilà, donc alors la question ne se pose pas. Voilà. Il a le choix entre Michelin et Michelin. Voilà, tout à fait. Bon, il va changer à Michelin. Oui, voilà. Et j'ajoute une chose, dernier point, ces pneumatiques disposent d'un système de protection de jantes, donc qui évite lorsqu'on se gare un peu près du trottoir. Ouais. Voilà. Donc il y a 5 raisons pour lesquelles il faut effectivement remonter le pneumatique d'origine. C'est le meilleur choix possible. Bon, super. Eh bien, dankeschön, comme on dit par chez nous, on se retrouve Dominique. lundi soir, Dominique, puisqu'il y aura les Awards du pneu. Oui, voilà, les Awards. Et on parlera de ça, tiens, bientôt. Awards de l'innovation, oui. On en parlera. Alors, peut-être pas la semaine prochaine, parce qu'on sera au Mans. Enfin, on va faire une émission un peu centrée sur le Mans, mais la semaine suivante, on évoquera ça dans Ça peut être une bonne idée. Très bien. Puis on vous retrouve, Dominique, puisque vous qui êtes président du syndicat du pneu, vous êtes aussi à l'origine de ces Awards de l'innovation du pneu. Et c'est une bonne chose, dont nous avons fait partie du jury. Absolument, tout à fait. On sera à vos côtés. Merci beaucoup. Merci Dominique. Allez, à suivre votre question au 0826 300 300. Et ensuite, on va faire célébrer. On va parler du célèbre Citroën Type H. Je l'adore. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Avant la fin de notre rendez-vous, nous allons parler de cette vente aux enchères exceptionnelle qui est organisée pour célébrer le centenaire des 24 heures du Mans. Et nous aurons Benjamin Arnaud, qui est le directeur des ventes France de RM Sotheby avec nous. Juste avant, on va parler du Citroën Type H, dont je suis totalement fan. Et puis, tout de suite, on va accueillir Cyril, qui a une question à nous poser. Il a composé le 0826 300 300. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour. Quelle jolie voix d'un seul coup, Jean-Luc Moreau. Bonjour Cyril. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Oui, donc j'appelais donc par rapport à je suis toujours à la recherche. J'avais déjà appelé par rapport à un break, enfin en tout cas une voiture qui a quand même un peu de volume et c'est possible en plug-in en fait. Alors, et pourquoi vous voulez un plug-in? On rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, excusez-moi, Cyril. Plug-in, alors hybride rechargeable, donc avec une batterie un petit peu plus conséquente qu'un hybride normal, qu'on recharge et qui permet de faire, on va dire, entre 30 et 50 km en tout électrique. Donc la semaine, si vous avez des petits trajets, vous êtes en voiture électrique, et si vous partez en week-end, vous avez une voiture hybride. Voilà. Alors pourquoi vous recherchez le plug-in exactement? Déjà, je comprends pas justement pourquoi on veut arrêter les hybrides. C'est un peu à cause des entreprises, j'imagine, qui n'ont pas joué le jeu. Mais pour les particuliers, je trouve ça génial. La semaine, on fait le trajet boulot. Et puis après, oui. Vous avez donné la réponse en posant la question. Parce que les entreprises, pourquoi est-ce qu'ils achètent des hybrides rechargeables? Parce que fiscalement, c'est très intéressant mais pour les particuliers. Oui, mais le problème, c'est que le marché des hybrides rechargeables, c'est essentiellement les entreprises, parce que c'est des voitures chères. Or, ceux qui les utilisent dans les entreprises, ça les barbe de recharger les voitures, puisqu'ils ont des cartes de carburant. Oui, bien sûr. Ils s'en fichent complètement, donc ils ne rechargent pas. Donc ils trimballent des grosses batteries et écologiquement, c'est un non-sens total. Voilà. Alors que les particuliers, oui, évidemment, ça a du sens pour eux parce qu'ils vont recharger leur voiture et ça permet d'abaisser les consommations ou alors de rouler, comme je disais, en électrique la semaine et de rouler en hybride le week-end. Vous aviez vu un modèle qui était la toute première d'ailleurs, le premier diesel hybride rechargeable du monde, la Volvo V60 en plug-in à hybride. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vais tout de suite vous arrêter dans votre élan. Allez, boum. Non, parce que déjà, avec un véhicule neuf, on avait, dans la réalité, maximum 30 km d'autonomie avec cette voiture. Avec le vieillissement de la batterie, je ne sais pas si vous avez vu des exemplaires qui avaient quel âge? Ouais, des exemplaires qui ont de 2000. Je me rappelle plus, franchement. Ouais. Mais j'avais vu elle est sortie en 2014, donc vous avez forcément des exemplaires. Les plus anciennes, honnêtement, vous allez avoir 15-20 bornes d'autonomie en électrique. C'est pas significatif. Ok, d'accord. Voilà. Et puis j'avais vu une Polestar aussi, c'est pour ça m'intéressait. Ouais. Moi, honnêtement, je vous déconseille.
Voilà. D'autant que les performances là en électrique sont vraiment très limitées parce que vous avez un moteur qui est pas très puissant, quoi. Ouais, effectivement. Voilà. Donc votre budget. Sinon, j'avais vu une estate. Mais sinon, j'avais aussi vu, je voulais aussi partir sur autre chose qui est un peu différent, c'est une Spring. Pas forcément. Ah bah là, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Non, mais ça n'a rien à voir, tout à fait. Mais par contre, le problème, ce qui m'a arrêté, c'est le bruit moteur. Était vraiment énorme. Et je me demandais, est-ce qu'on peut aussi isoler, faire de l'isolation Est-ce qu'il y a des spécialistes qui peuvent faire ça? C'était les deux pôles que je voulais. Ça va être très compliqué parce qu'en fait, le bruit dans une voiture, il est lié à beaucoup de paramètres. Et vous n'allez pas pouvoir. Alors là, en l'occurrence, en plus, le moteur, il fait pas vraiment beaucoup de bruit. Le bruit, c'est des bruits aérodynamiques, c'est des bruits de roulement. Si vous voulez isoler, atténuer ces bruits-là, vous ne pourrez pas le faire vous-même. C'est impossible. C'est impossible. Donc ne cherchez pas à insonoriser une Dacia Spring, vous n'y arriverez pas, ça va vous coûter très cher. Le seul point sur lequel on peut jouer, c'est éventuellement les pneumatiques, parce que d'un pneumatique à l'autre, on peut avoir des niveaux de bruit qui sont différents, et c'est vrai que les pneumatiques d'origine, c'est non seulement pas de la bonne qualité, mais en plus ils sont assez bruyants. Donc en mettant des pneus premium dessus, vous allez gagner un petit peu. Mais sinon, moi, avec le budget, vous indiquiez avoir 20 000 €, privilégier la fiabilité. Alors, l'hybride rechargeable, oui, c'est une solution, mais moi j'ai un truc à 20 000 € à vous proposer qui est bien mieux que ça, qui est beaucoup plus luxueux, qui est très sympa à conduire, qui est hyper archifiable. Lexus ? Ouais, un Lexus RX 450H. Un 450H, ça se trouve à 20 000 € et je peux vous garantir, alors vous allez consommer en moyenne, je sais pas, quel type de trajet vous faites ? En fait, trajet boulot, c'est un peu de campagne, un peu de voie rapide. Bah, vous allez consommer 7,5 litres sur ce type de trajet et vous allez surtout avoir une voiture avec 300 bourrins. Donc, quand vous appuierez sur l'accélérateur, il se passe quelque chose. Et alors, la fiabilité, je ne vais pas vous dire que vous pouvez faire 500 000 km parce que vous pouvez sans doute en faire beaucoup plus. Et en plus, toutes les finitions qu'on trouve sur le marché français, pratiquement, c'est des finitions très luxe. Vous aurez un intérieur cuir. Enfin, voilà. Avec ce budget-là, en plus, il y a de la place dedans, parce que c'était votre critère numéro 1. Il n'y a pas à hésiter 2 secondes, quoi. Parce qu'il y a les Toyota Prius aussi. Oui, mais là, vous n'êtes pas dans la même catégorie. Une Prius, à l'intérieur, c'est du plastoc. Hein. Le Lexus, dedans, ça va être plus chic. Hein. Vous aurez une chaîne hi-fi, vous aurez plus envie de rentrer chez vous pour écouter la musique. C'est ça la différence. Pour 20 000 €, franchement, j'ai regardé les prix. Il n'y a pas à hésiter 2 secondes. Bon, ben voilà. Ok, très bien. Bon, c'est bien. Du coup, aussi, je voulais savoir par rapport aux chargeurs, si vous pouviez faire une émission sur les chargeurs actuels, c'est intéressant. Vous avez raison. Parce que moi, je voudrais m'équiper, mais je ne sais pas exactement quoi prendre pour à l'avenir pouvoir charger toutes les voitures. On va faire un très bon sujet comparatif bientôt. Est-ce qu'il faut avoir un chargeur puissant chez soi? Moi, je dirais plutôt, si vous êtes en maison individuelle, que vous avez du triphasé, il ne faut pas hésiter tout de suite à mettre quelque chose de puissant, parce que les voitures qui vont arriver auront des batteries beaucoup plus grosses. Carrément. Voilà, et surtout des batteries qui pourront charger plus vite. Eh bien super, vous avez déjà votre réponse, Cyril, des très bonnes idées pour une chronique, on fera ça prochainement. Oui, si vous avez des idées, si vous voulez qu'on parle de sujet, vous nous envoyez un petit message. Je participe @suidradio.fr. Bien. Bonne journée à tout le monde. Merci Cyril, au revoir. Et ici en Bourgogne, on a le soleil quand même. Il y a soleil partout, je crois. Ouais, aujourd'hui, c'est pas peut-être des orages un peu dans le sud, mais bon. On vous embrasse fort. Allez, au revoir. C'était Cyril qui nous avait appelé au 0826 300 300, une pause. Et le Citroën Type H, cet utilitaire que j'adore, ça me rappelle Louis la Brocante, mais pas seulement. À tout de suite. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et juste avant 13h, vous savez que vous avez encore la parole si vous avez une question à poser au 0826 300 300 ou si vous avez envie de changer de voiture. L'ami Jean-Luc peut vous aider. Mais tout de suite, place au Citroën Type H que j'adore. On va en parler avec Didier Gosse, qui est le président du forum Type H Nostalgie. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour Didier. Alors vous êtes arrêté là, parce que j'ai dit que vous étiez sur la route, mais vu que ça fait pas de bruit, c'est que vous vous êtes arrêté. Non, j'ai trouvé un endroit au calme, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, alors pour le Type H, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on a tous vu des Type H, c'est ce fourgon Citroën avec une carrosserie en tôle ondulée, vous allez nous expliquer pourquoi dans une seconde, et c'était surtout le fameux panier à salade qui est resté pendant longtemps. Et puis Louis la Brocante, très célèbre aussi. Alors carrosserie en tôle ondulée, pourquoi d'ailleurs, tiens?
Très bonne question. Voilà, je suis président, certes, mais il y a des choses qui m'ont échappé parce que je suis présidente depuis 6 mois. Donc, je suis pas, vous n'êtes pas un picousé du type H. Didier, on va commencer par le début. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi. Président du forum type H Nostalgie, qu'est-ce que c'est du coup? Commençons par cela. Le forum type H Nostalgie. C'est un forum qui existe depuis une dizaine d'années et qui regroupe des passionnés propriétaires de type H. D'accord. Donc, on a sur ce forum, on se pose des questions, on pose, si on a une panne ou quoi que ce soit, et on s'intéresse. Et puis les gens, quand ils ont besoin d'un renseignement, ils posent une question, il y a un autre membre qui répond et tout ça. Et vous faites une fois par an un rassemblement, et là le rassemblement c'est demain et c'est à Vincennes. D'accord. Donc, parce qu'en fait, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, sur le parvis du château de Vincennes. Et 75 ans du type H, normalement. Voilà, c'est ça. En fait, Vincennes, c'est une étape. Parce qu'on a été invité par le plus grand club de France, Vincennes en Ancienne, qu'on va rejoindre. Donc, il y a 200 véhicules de collection, plus nous qui vont arriver. Et ils nous ont réservé une petite place. Voilà. Et sinon, on est à la CNVA à Antony, là, aujourd'hui, à l'école pour voitures anciennes. D'accord. Et puis c'est une école qui existe depuis pas mal d'années et qui récupère, qui ont des élèves et qui réparent les véhicules anciens. Alors juste pour ceux qui ont Facebook là, vous voyez, ami Jean-Luc a fait une sélection de florilège de type H. Alors je vous explique pourquoi la carrosserie en tôle ondulée. Alors pour les passionnés d'aviation, ils savent parce qu'il y a eu un avion allemand célèbre avec 3 moteurs, un Junkers, qui était avec une carrosserie, un fuselage au tôle ondulé, parce que pour la même épaisseur de tôle, on a beaucoup plus de rigidité avec de la tôle ondulée. Et comme le type H, il est fait, c'est un monocoque, parce que le modèle qui remplaçait, qui s'appelait le Citroën Tube, qui était avant, il avait un châssis séparé, un châssis avec une carrosserie utilitaire bas. Voilà, il avait un châssis séparé. Et là, Citroën a été révolutionnaire aussi. Ils ont fait, pareil, un véhicule qui est traction avant, qui reprenait la mécanique de la traction, et il y a un châssis monocoque, et pour qu'il soit moins lourd, on a mis cette carrosserie en tôle ondulée. C'est ce qui fait d'ailleurs tout le cachet et tout le charme de ce véhicule. En plus, il a été produit pendant une durée absolument incroyable. On a Camille Inari sur Facebook qui dit: bonjour, j'ai la quarantaine, je me souviens de ce camion. Tous les jours, le laitier épicier venait dans notre résidence en bas de notre immeuble. C'était sympa. C'est vrai qu'on a vu des photos. Il y avait plein de métiers de bouche qui faisaient les bouchers, etc., qui avaient ce type H, qui avait été aménagé pour être vendeur. Didier, dans les véhicules que vous avez là dans votre caravane, il y a des véhicules un peu particuliers, des véhicules qui ont été aménagés ou adaptés? Oui, on a on a de tout en fait. On a des bouchers, on a des menuisiers, ils ont gardé les enseignes anciennes. Moi, j'ai un pompier personnellement. Ah chouette. C'est ce que j'aurais acheté en petite voiture avec ma grand-mère. Je l'ai personnalisé, mais pour me différencier des pompiers, moi le mien il est à l'effigie de Groland. Voilà. Le pompier de Groland. Je suis un pompier de Groland. Voilà. Est-ce que vous avez un panier à salade dans le? Oui, alors il est devant mes yeux là parce que je suis à l'étage, j'arrive à le voir. On a un panier à salade aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a tellement de véhicules. On a 44, vous imaginez. On a beaucoup d'étrangers. On a un Suédois qui est venu. On a 4 Hollandais. On a un Suisse. On a qu'est-ce qu'on a encore? On a 2 Anglais aussi. Voilà, c'est des gens qui sont partis depuis plus d'une semaine de chez eux et qui sont venus nous rejoindre et ils sont là. Voilà. Et vous disiez que vous étiez à Antony, donc on est sur le département 92. On est dans le sud de la région Île-de-France où on écoute Sud Radio sur le 99.9. Et vous êtes où exactement? Alors c'est au 3 avenue Maurice Ravel et c'est le Conservatoire national des véhicules anciens. D'accord, qui est donc à Antony. Aujourd'hui et demain vous êtes à Vincennes. Et demain on est sur le cours de Vincennes. À partir de quelle heure demain? Je vais dire, alors pour le public vaut mieux dire 10 heures comme ça, parce que nous on va arriver un petit peu avant, mais comme on est long, sur la route on fait au moins 1,5 km de long. Ça roule à combien type H d'ailleurs sur la route? Ça va pas très vite parce que moi j'ai un 3 vitesses, donc moteur traction. Donc je roule à fond, je suis à 80. Après il y a des moteurs de DS, la génération d'après le mien.
Et il y a une autre génération après encore. Enfin voilà, c'est un véhicule qui a été fabriqué jusqu'en 81, je crois. Et voilà, donc il y a eu plusieurs étapes, plusieurs modèles différents. Et alors moi, ce que je disais à l'ami Jean-Luc, c'est que je trouve que l'Italien là, qui a redesigné le fourgon type H aujourd'hui, c'est très beau aussi. Hein. Alors c'est très différent, mais il est très réussi. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, après, il y a des pour et des contre, hein, mais bon, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Faut admettre qu'ils ont fait quelque chose de sympathique. Oui, il a une bonne tête. Et on peut aller vous retrouver donc demain sur le parvis sud du château de Vincennes. Je précise que l'entrée est gratuite. Et cet après-midi, c'est quand même important quand c'est gratuit. Voilà. Ouais, c'est bien. Puis cet après-midi à Antony, donc région sud de la région Île-de-France, enfin région sud de Paris. Bon, merci beaucoup Didier. Et puis bonne fin de parcours. En fait, si vous êtes arrivé, ça va. On se pose, là, ça y est. Allez, dans quelques instants, on va parler d'une vente aux enchères exceptionnelle pour célébrer le centenaire des 24 heures du Mans. Et puis, on vous donnera la parole. Vous avez une question à poser à l'ami Jean-Luc pour choisir votre future voiture. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Et pour terminer notre rendez-vous, juste avant de vous donner la parole au 0826 300 300, on va accueillir Benjamin Arnaud, qui est directeur des ventes France de RM Sotheby et qui est président fondateur de Cars Héritage. Bonjour Benjamin. Bonjour Laurence et bonjour Jean-Luc. Bonjour Benjamin. Donc on va parler, parce que la semaine prochaine on a déjà évoqué ce petit événement qui va se dérouler au Mans, où il y aura un peu les 24 heures, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein, c'est un petit anniversaire. Ouais, 91e édition, mais surtout 100 ans des 24 heures du Mans. Donc vous avez décidé de fêter ça à votre manière. Donc vendredi, il y a une vente qui est organisée. C'est exclusivement des voitures qui ont participé aux 24 heures du Mans qui seront proposées lors de cette vente aux enchères. Moi j'en ai alors j'ai fait mon petit marché avant, hein, j'ai regardé, il y a des choses qui m'intéressent. Il y a une Alpine A210 de 1967 et je vais vous dire quelque chose, cette voiture je l'ai vue il y a, je vais vous dire 30 ans. Elle était chez son propriétaire qui s'appelait Gérard Gombert. Tout à fait. La Gombe. Et j'ai vu la voiture, elle était. Alors, il avait plein d'Alpines qui étaient stockées, alors certaines à l'extérieur. Et il me semble bien avoir filmé à l'intérieur de cette voiture à l'époque pour Turbo. Et un modèle, qui a gagné 2 fois dans sa catégorie, c'est ça ? Ouais, qui a couru en fait sur 3 années, en 67, en 68 et en 69, avec des moteurs d'une cylindrée à chaque fois différente, mais avec des succès dans deux catégories, 2 années de suite, et notamment piloté par Monsieur Andruet, entre autres. Voilà, c'est une voiture exceptionnelle de par son état de préservation. Oui, elle est totalement en état d'origine, on est d'accord. Complètement. En fait, c'est une voiture qui a eu la chance, quelque part, historiquement, d'être justement préservée dans la collection de Gérard Gombert. Gérard Gombert, exactement, et qui a été retrouvée. Et son actuel propriétaire a eu le bon goût de lui conserver cette patine exceptionnelle qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'une des Alpines de course, certainement les plus authentiques qu'on puisse trouver dans l'absolu. Donc, c'est vraiment une voiture exceptionnelle de ce point de vue-là. Estimation ? L'estimation de ces voitures est entre 1,2 million et 1,5 million d'euros. Ça va être un peu trop cher pour moi. Je ne suis plus là, monsieur Jean-Luc. Mais ne parlons pas d'argent, mais bon, quand même. Et de rêve. Non, mais c'est vrai qu'on est RM Sotheby est vraiment ravi d'avoir pu nouer avec donc la CO ce partenariat pour créer une vente aux enchères qui vient célébrer justement 100 ans d'histoire automobile. Et c'est vrai que cette vente, elle permet justement de montrer ces voitures qui ont façonner l'histoire de cette course d'endurance qui est certainement la plus célèbre au monde. Ouais. Et on part de pour ce qui me concerne, on va avoir une Aston Martin de 1932 qui est la plus ancienne des autos présentées, et on va aller jusqu'à une voiture de 2008 qui est une Saline 7R et qui sera la plus contemporaine. Donc c'est vraiment, alors c'est pas tout à fait 100 ans d'histoire, mais enfin on a justement avec 21 voitures qui ont toutes couru le Mans, retracé certaines des grandes heures de cette course. Benjamin, juste pour vous dire que l'ami Jean-Luc a fait une sélection de très belles photos de ces voitures que l'on retrouve actuellement visuellement en direct sur la page Facebook de Sud Radio. À chaque fois, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la Porsche 962 en 1985, je l'ai vue rouler. Et puis, voilà. Et puis la Jaguar, la XJR 12LM en 1991, c'est même moi qui commentais les 24 heures du Mans à ce moment-là. Donc, j'ai entendu surtout cette voiture parce que le plaisir
d'entendre son moteur 12 cylindres. C'était incroyable. Alors il y avait quand même mieux, il y avait la Mazda de l'époque avec le moteur rotatif, qui faisait plus de bruit, mais la Jaguar c'était déjà pas mal. Donc il y a des engins comme ça à vendre. La Porsche d'ailleurs, il y a une palanquée de pilotes ultra célèbres qui ont roulé sur ce modèle-là. Alors cette 962, elle est absolument exceptionnelle. D'abord parce que c'est l'une des rares voitures finalement préparées pour l'équipe Porsche Rothmans. Donc c'est une voiture d'usine, ce qui la rend évidemment encore plus exclusive. C'est la première fois qu'une Porsche 962C, donc d'usine, sera proposée dans une vente publique. Ce qui est un élément fort. Et oui, vous avez raison Jean-Luc, que de grands noms, Derek Bell, Jackie X, Joran Mas, pour ne citer que. Donc voilà, c'est une voiture qui a fait la pole aux 24 heures du Mans en 86. Il a couru 3 fois cette course et qui finira notamment 5e au classement général en 1988. Donc avec une livrée, cette livrée Rothmans qui, je pense, est pour les amoureux des courses d'endurance absolument célèbre. Super, très belle. Très belle. D'ailleurs, à l'époque, toutes les Porsche, que ce soit en rallye raid ou que ce soit en endurance, avaient cette livrée Rothmans. On voit là des images, pour ceux qui ont les images, d'une super Ferrari, une 955, qui sera sans doute la voiture la plus chère. Alors, aujourd'hui, l'estimation la plus élevée, c'est effectivement la Porsche qu'on vient d'évoquer, mais après, effectivement, la 121 LM, aussi une voiture exceptionnelle, estimée entre 5,5 et 6,5 millions d'euros. L'objectif étant pour nous, évidemment, autant que faire se peut, de trouver des amateurs pour ces voitures. Et puis, pourquoi pas, c'est l'intérêt des enchères. Si le marché est au rendez-vous et que le prix doit monter, on sera toujours évidemment ravis de pouvoir valoriser ce patrimoine roulant. Est-ce que l'on peut rappeler juste à ceux qui nous écoutent en ce moment et passionnés et passionnants de ce que vous dites, à quel moment va avoir lieu cette vente et où? Alors, la vente, elle aura lieu, c'est assez amusant comme clin d'œil, à peu près 24 heures avant le départ officiel de la course. C'est-à-dire vendredi prochain, le 9 juin, nous allons vendre donc à 15 heures ces 24 voitures. Enfin, en l'occurrence, 21 voitures plus 3 lots, mais 24 lots pour clin d'œil encore une fois aux 24 heures. Ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que cette vente aura lieu sur la piste. Nous avons la possibilité donc de créer une tribune éphémère au niveau du raccordement avant la ligne droite des stands. Et le public qui assistera à la vente pourra donc voir rouler certaines de ces voitures. Alors évidemment, dans des conditions dynamiques plus calmes que en vitesse réelle en course, mais elles pourront passer à côté des spectateurs. Et ça sera donc une vente dynamique intéressante. Donc c'est donc le vendredi 9 juin à 15h. Sur le circuit au sein de cet entre mythique qui est le circuit de Bugatti. Voilà, juste comme ça, en passant, le 10 juin c'est mon anniversaire, donc si vous avez une idée, si vous n'avez pas d'idée de cadeau, vous pouvez être à la vente le 9, il n'y a pas de problème. Et puis, aussi Jean-Luc, on pourra vous faire un gros nœud sur une voiture le lendemain. Et le 8, la veille, il y a la grande parade dans les rues du Mans et tout, ça va être magnifique aussi. Oui. Et on exposera, nous, les voitures dès mardi prochain. Ah bah super. Voilà, effectivement, dans l'enceinte du circuit, à partir de mardi après-midi, les voitures seront visibles et exposées jusqu'au vendredi. Et y compris le week-end. Bon, il y a de très belles photos sur le site de RM Sotheby's où on peut voir toutes les voitures qui sont mises à la vente. Alors évidemment, tous ceux qui nous écoutent, il n'y en a pas beaucoup qui auraient les moyens d'acheter ça, mais au moins c'est du rêve. Et ça vaut le coup d'aller jeter un petit. Et puis le rêve n'a pas de prix. Non, mais vraiment. Et puis, c'est vraiment, c'est une page d'histoire roulant de cette compétition. Ça permet de mettre en perspective l'évolution justement des voitures, l'évolution des designs, et puis quand on peut le voir, effectivement, notamment des logiques aérodynamiques. C'est assez intéressant de comparer les groupes C des années 80 aux voitures d'aujourd'hui. On voit les évolutions et a fortiori sur les voitures en plus d'avant-guerre. Je pense à la Aston Martin ou bien sûr à la Delahaye, qui étaient des autos qui sont très très loin de ce qu'on peut imaginer comme des voitures de course aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci Benjamin. Merci à vous. Directeur des ventes France RM Sotheby's, président fondateur de Cars Heritage, mais également consultant en patrimoine automobile. Et je vous donne la bise de Baptiste. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Allez, bientôt, à suivre. Benjamin. Merci. Pierre a composé le 0826 300 300 pour qu'on l'aide tout simplement à trouver sa future voiture. C'est maintenant. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Allô, bonjour, c'est Pierre. Bah oui, on vous entend bien Pierre. C'est moi, vous m'entendez bien? Très bien. Parfaitement. Vous appelez d'où? J'appelle de Saint-Quentin, dans l'Aisne. D'accord, très bien. Ah ouais, dans le Nord. Hein. Ouais, dans le Nord, mais j'aime bien le Nord, moi. Ouais, je sais. Alors Pierre, il m'écoute depuis longtemps parce que à cause de moi, c'est ce que vous m'avez écrit. Vous avez acheté un RX 450H.
Bon, est-ce que vous en êtes satisfait? Parce que c'est un Lexus. Un Lexus. Voilà, même dites tout. Ouais, parce j'en suis très content, en fait. J'avais vu en consultation une patiente qui m'a vendu cette voiture-là. Et au lieu de parler de son pot d'échappement à elle, on a parlé de la voiture. Et donc, ça m'a permis d'aller l'essayer. Et c'est vrai que dès qu'on est monté dedans, on est parti, le V6, le bruit... et puis en même temps, la douceur de conduite, que du plaisir. Vraiment une voiture très confortable. Vous êtes tout bim, Pierre? Oui, je suis proctologue. Ouais, ben voilà, bam. J'espère pas avoir de conseils à vous demander. Alors, pas de problème, appelez-moi, vous avez mon numéro. Alors maintenant, vous avez une famille qui s'est agrandie, c'est ça? Donc il vous faut plus grand. Ouais, moi je voudrais plus grand en fait. Mais vous avez vu qu'il y a une version longue du RX 450 qui existe? En fait, je l'ai vu plus tard et trop tard. Et puis ensuite, donc c'est une voiture qui est en LOA, donc on doit la rendre en février prochain. Et vu les délais pour les constructeurs à nous fournir des voitures, on s'était pris un petit peu d'avance. Et puis en rappelant mon concessionnaire Toy, je voulais voir le Highlander. Et puis il nous a plu. Mais c'est pas un V6. Alors je voulais savoir ce qu'on devait penser de cette motorisation. Franchement, c'est bien. Un Highlander, c'est vraiment bien. C'est vraiment le gros véhicule, d'ailleurs, qui a été conçu pour le marché américain et qui est essentiellement vendu aux États-Unis. Je sais pas si vous avez un grand garage, mais vous avez du truc. On est à la campagne, alors on a le droit d'avoir de la place, nous. Oui, c'est vrai. Mais bon, le plus surprenant avec cette voiture, c'est que, alors, ça sera pas le dynamisme du 450H, hein, mais c'est quand même assez plaisant à conduire. Ça sera un peu moins, parce que c'est moins vif, c'est moins puissant. Bon, le bon côté des choses, c'est que malgré l'augmentation de gabarit, vous aurez des consommations qui ne seront pas plus élevées. On va dire que vous pouvez tourner, maintenant que vous avez l'habitude de rouler en hybride, entre 7 et 8 litres avec le Highlander. Ouais. Voilà. Le RX, il a quand même du mal à descendre. Hein. Je trouve que... parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Hein, parce que normalement, avec un RX, on doit descendre en dessous de 8 litres. Hein. Vous devez avoir en ville ou en... Oui, c'est ça. Ouais, si. En ville ou sur route à 80, on est ça, en dessous de 8 litres. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, c'est bien. Mais vous ferez à peu près pareil. Hein, sauf que vous avez un véhicule qui est plus grand. En plus, vous pouvez tracter jusqu'à 2 tonnes avec... Alors, je ne sais pas si de temps en temps, vous mettez une remorque derrière. Ça... Il y a un bateau de temps en temps. Voilà. Non, c'est pas un mauvais choix, mais moi, j'aurais pris un RX long, voilà. Ouais, après, je ne sais pas les délais de livraison de chez Lexus pour ça. Donc, et en termes de fiabilité, c'est du Toyota. C'est pareil que vous preniez. Alors bon, évidemment. Je vous écoute depuis longtemps, c'est bizarre, on n'entend jamais personne appeler pour dire que la Toyota ne marche pas. Alors il y a évidemment des Toyota en panne, mais c'est souvent, alors je vais redire, il y a les moteurs diesel qui tombent en panne. Alors moi j'ai un auditeur, à chaque fois que je dis ça, il me dit les Land Cruiser, ça tombe en panne. Mais je parle des petits moteurs diesel, je ne parle pas des gros diesel qui sont dans les 4x4. C'est complètement différent. Mais sur les petits moteurs diesel à haut rendement, Toyota, ils ne sont pas nettement meilleurs que les autres. Hein, donc, pour l'hybride, là, il n'y a pas de problème. Non, mais maintenant, vous savez, première Prius 1997, le système, il a évolué, mais il n'a pas été changé fondamentalement. Je crois que c'est le système le plus fiable du marché. D'abord parce que vous n'avez pas d'embrayage à changer, vous n'avez pas d'alternateur, vous n'avez pas de... Enfin bref... ça fonctionne sans problème. Et on avait des inquiétudes sur la durée de vie de la batterie. C'est l'exemple que je donne moi. Moi, ma voiture, 15 ans, la batterie est toujours bonne. Hein, donc, non, 15 ans. 17 ans, pardon. 17 ans. Vous n'avez pas une question pneus aussi, Pierre? Si, alors moi j'avais une autre question parce que comme je vous écoute, j'ai des pneus hiver et des pneus été. Ouais. Et j'ai changé mes pneus hiver avec beaucoup de plaisir parce qu'ils font un bruit d'enfer. Donc je suis repassé en pneus été récemment et j'ai vu chez le marchand de pneus qu'il y avait un forfait pour faire tourner les pneus. Et en fait, c'est quelque chose dont on parle jamais. Alors effectivement, après on a intervertir les pneus avant et arrière. Oui. Intervertir avec. Il y a un schéma d'ailleurs en fait parce que je suis allé voir sur la notice de la voiture et en fait c'est bien explicité. Ça vaut le coup de faire ça vraiment? Oui, ça vaut le coup. Oui, parce que en fait, alors là sur le RX 450H, il est essentiellement traction. Vous avez, alors il y a un moteur électrique à l'arrière, mais si vous le voyez, si vous affichez le petit schéma là, ça fait un programme de télévision qui change tout le temps, c'est passionnant. Donc vous voyez que c'est majoritairement le moteur électrique avant qui sert à la traction. Vous avez aussi le moteur thermique, donc qui n'entraîne que les roues avant. Et comme vous avez des pneus de même dimension à l'avant et à l'arrière, et qu'à l'avant vous avez à la fois la traction du moteur électrique, la traction du moteur thermique, plus
la direction. Vous avez des pneus qui s'usent en moyenne, je vais vous dire 2 fois plus vite, mais c'est plus vite que 2 fois plus vite. Donc ça vaut le coup d'intervertir, vu que c'est les mêmes pneus. Vous mettez les arrières à l'avant, et puis comme ça, vous prolongez la durée de vie de vos pneus. D'accord, tous les 5000. Alors tous les 5000 peut-être pas, parce que vous vous rendez compte, je sais pas combien vous facture c'est pour ça, moi je trouvais que c'était... Non, tous les 5000 c'est un peu exagéré. Non. Déjà vous faites tous les 15 000 ou 20 000, ça suffit. Bien. Voilà, Pierre. Merci beaucoup à vous deux. Eh ben, un gros bisou du côté de l'Aisne. Un gros bisou, merci. Oui, du côté de l'Aisne, mais si on parle du département. Oui, département. Oui, bien sûr, du département. Oh là là. On vous embrasse fort. Merci beaucoup, au revoir. Merci Pierre, bon week-end. Les programmes vont continuer. Salut l'ami Jean-Luc. On se retrouve pour parler des 24 heures de... Comment ça s'appelle le truc là? La pomme, la rillette, la Sarthe. Les 24 heures du Mans. La semaine prochaine, émission spéciale. Et puis, bisous spécial de toute l'équipe de On Parle Auto à toutes les mamans du monde de France, puisque demain, on fête les mamans dont je fais partie, donc je me fais un bisou. Et puis, les programmes continuent, évidemment, sur Sud Radio.